Famille froide, tu ne es pas invité. Après avoir tout payé pour leur mariage, je leur ai coupé les ponts. Payez vous-même, sans su. J'ai tout annulé. Maintenant, réglez votre facture. Je m'appelle Caroline, j'ai 34 ans, et je me souviens encore de ce moment où je fixais mon téléphone, incrédule. Tu n'es pas invité. Héloïse ne veut pas de toi, disait le message de ma famille. Mes doigts tremblaient en assimilant ces mots glacials. 3 mois plus tôt à peine, j'avais vidé mon compte épargne pour financer la salle de mariage de rêve de mon frère, pour la somme de 25 000 €. De l'argent que j'avais mis des années à économiser. La trahison me lacérait plus profondément que n'importe quel couteau. Comment pouvait-il prendre mon argent, puis me rejeter? Si vous avez déjà ressenti la piqûre de la trahison familiale, sachez que j'ai grandi dans un quartier de classe moyenne en banlieue de Lyon et j'ai été la première de ma famille à aller à l'université. Mes parents, Robert et Martine, travaillaient sans relâche pour subvenir à nos besoins, mais il n'y avait jamais beaucoup d'extra. Mon frère, Guillaume, et moi partagions tout, des jouets au secret. Nous étions inséparables, terminant souvent les phrases l'un de l'autre et nous défendant férocement à l'école. Lorsque je suis parti à l'université, Guillaume m'appelait tous les dimanches soirs sans faute, désireux d'entendre parler de mes nouvelles expériences. Nos parents ont connu des difficultés financières il y a environ 5 ans lorsque papa a été licencié de l'usine où il travaillait depuis 27 ans. Maman a pris des gardes supplémentaires à l'hôpital où elle était infirmière, mais leurs économies de retraite ont subi un coup dur. Je m'inquiétais constamment pour eux, les appelant plus souvent et envoyant de l'argent quand je le pouvais. Pendant ce temps, ma propre carrière était florissante. Après avoir obtenu un diplôme en finance, j'ai décroché un emploi dans un cabinet d'analyse financière prestigieux à Paris. Grâce à un travail acharné et des nuits tardives, j'ai grimpé les échelons plus vite que prévu. Chaque promotion apportait non seulement un salaire plus élevé, mais un profond sentiment de responsabilité envers ma famille. Je ne réussissais pas seulement pour moi, je réussissais pour nous tous. Tout a changé il y a 3 ans, lorsque Guillaume a rencontré Héloïse lors d'un barbecue entre amis. Il m'a appelé ce soir-là, inhabituellement animé, la décrivant comme la femme la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée. En 6 mois, ils étaient fiancés. J'ai pris l'avion pour la fête de fiançailles et j'étais sincèrement heureuse de rencontrer la femme qui avait conquis le cœur de mon frère. Héloïse était indéniablement belle, avec des cheveux roux parfaitement coiffés et un sourire chaleureux qui semblait illuminer la pièce. Au début, nous nous entendions à merveille. Nous faisions du shopping ensemble quand je venais, et elle m'appelait parfois pour me demander conseil sur des conflits au travail ou des questions familiales. J'avais l'impression de gagner une sœur, quelque chose que j'avais toujours voulu. Mais des changements subtils ont commencé à se produire environ 1 an après le début de leur relation. Les appels de Guillaume sont devenus moins fréquents. Lorsque nous parlions, Héloïse était presque toujours présente, répondant souvent aux questions qui lui étaient adressées ou dirigeant la conversation dans des directions différentes. Lors des réunions de famille, je remarquais comment elle corrigeait subtilement les histoires de Guillaume ou l'interrompait par ce que Guillaume veut vraiment dire, c'est. Plus troublant encore, mes parents sont rapidement tombés sous le charme d'Héloïse. Maman a commencé à la consulter sur tout, des plans de vacances aux décisions médicales. Papa, qui avait toujours été plutôt réservé, s'animait désormais avec enthousiasme autour d'Héloïse, riant de toutes ses blagues et s'en remettant à ses opinions. C'était comme s'ils avaient trouvé la fille qu'ils avaient toujours voulu, celle qui n'était pas partie à l'université pour une grande carrière en ville. J'ai essayé de maintenir l'harmonie, réprimant l'étrange jalousie que je ressentais lorsqu'Héloïse faisait référence à des blagues complices avec mes parents dont je n'étais pas partie prenante. Je me disais que c'était merveilleux que ma famille l'ait accueillie si complètement. Pourtant, je ne pouvais me débarrasser du sentiment qu'à chaque visite à la maison, je devenais de plus en plus une étrangère. Le dernier Thanksgiving a parfaitement illustré cela. J'avais pris 3 jours de congé pour rentrer, excité de partager la nouvelle de ma récente promotion. Alors que nous nous réunissions autour de la table, j'ai commencé à raconter à tout le monde mon nouveau poste. À mi-chemin de mon histoire, Héloïse m'a interrompu avec une annonce concernant la grossesse d'une voisine. Mes parents ont immédiatement reporté leur attention, posant à Héloïse des dizaines de questions sur cette femme que je n'avais même jamais rencontrée. Ma nouvelle a été oubliée, mon enthousiasme dégonflé. Plus tard dans la soirée, alors que j'aidais maman à faire la vaisselle, j'ai doucement mentionné m'être senti négligé au dîner. Maman a semblé sincèrement surprise. « Oh, chérie, nous entendons toujours parler de tes succès », a-t-elle dit en me tapotant la main.
Héloïse a rarement l'occasion de partager les nouvelles de son quartier. J'ai hoché la tête et changé de sujet, mais une boule s'était formée dans mon estomac. Antoine, mon petit ami depuis 2 ans, a immédiatement remarqué le changement dans la dynamique de ma famille après cette visite de Thanksgiving. Alors que nous rentrions à l'aéroport, il a observé prudemment, « Ta famille te traite différemment quand Héloïse est là. C'est comme si tu devenais invisible. » J'ai écarté son inquiétude, expliquant que les familles évoluent et que je devais m'adapter. Mais ces mots sont restés, la première reconnaissance que ce que je vivais n'était pas seulement dans ma tête. Malgré ces tensions croissantes, je suis resté déterminé à rester connecté à ma famille. Ils étaient mes racines, mon histoire. J'ai planifié des appels vidéo réguliers, envoyé des cadeaux attentionnés et planifié des visites chaque fois que possible. Je croyais qu'avec suffisamment d'efforts et d'amour, la distance étrange que je ressentais pourrait être comblée. Je n'avais aucune idée à quel point je me trompais. La crise de la salle de mariage a commencé par un appel vidéo inattendu un mardi soir de janvier. Les visages de Guillaume et Héloïse remplissaient mon écran, tous deux ayant l'air inhabituellement sérieux. Après quelques banalités, Guillaume a expliqué qu'ils étaient tombés amoureux d'une nouvelle salle de mariage, un manoir historique avec de vastes jardins et une vue sur le lac. Leur lieu d'origine, une charmante grange locale, semblait soudain inadéquat comparé à cet endroit de rêve. Le seul problème, a interjeté Héloïse, la voix teintée de déception, c'est que c'est 20 000 € de plus que ce que nous avions budgété. Nous avons économisé tout ce que nous pouvions, mais ce n'est tout simplement pas suffisant. Guillaume a hoché la tête solennellement. Nous avons pensé à réduire nos plans, mais cet endroit est parfait. Il n'a qu'une seule date disponible cette année, et nous devons nous décider d'ici la semaine prochaine. Je pouvais voir l'espoir dans les yeux de mon frère et autre chose dans ceux d'Héloïse, de l'attente. Il n'avait pas directement demandé d'aide, mais l'implication pesait lourdement dans l'air. 3 jours plus tard, une réunion de famille a été convoquée par chat vidéo. Mes parents avaient l'air mal à l'aise lorsque papa a expliqué leur situation. Nous aimerions pouvoir aider avec la salle, les enfants. Ta mère et moi avons parcouru nos comptes 3 fois. Entre l'aide pour la fête de fiançailles et les paiements actuels pour le mariage, nous n'avons tout simplement rien de plus à donner. Le visage d'Héloïse s'est effondré dramatiquement. Je comprends, dit-elle, bien que son ton suggère le contraire. Je suppose que certaines familles ont des priorités différentes. Les parents de ma cousine Juliette ont hypothéqué leur maison pour son mariage. Maman a semblé consternée par la comparaison et papa a fixé ses mains. Une fois l'appel terminé, je me suis assise dans mon appartement, des feuilles de calcul ouvertes sur mon ordinateur portable. J'économisais diligemment depuis des années pour un acompte sur un appartement, pour ma sécurité future. 25 000 € épuiseraient la majeure partie de mes économies, mais je pouvais m'en sortir. Guillaume avait toujours été là pour moi, et c'était son grand jour. Je voulais qu'il ait tout ce dont il rêvait. Le lendemain matin, j'ai appelé Guillaume quand je savais qu'Héloïse était à son cours de yoga. Je veux aider avec la salle. Je peux couvrir la différence. 25 000 €, pour inclure une marge pour tout autre coût imprévu. La ligne est restée silencieuse un instant. Carole, tu es sérieuse? La voix de Guillaume s'est brisée. C'est trop. Nous ne pouvons pas accepter ça. Tu peux et tu le feras, ai-je insisté. Tu es mon seul frère et je veux que ta journée soit parfaite. Considère ça comme un investissement dans ton bonheur. La gratitude de Guillaume était écrasante. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour nous. Tu seras notre invité d'honneur. Plus que ça, tu feras partie de tout. Cela n'arriverait pas sans toi. Cet après-midi-là, j'ai visité ma banque et initié le virement. La banquière a légèrement levé les sourcils en traitant le retrait. C'est une partie importante de vos économies, a-t-elle noté professionnellement. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? J'ai hoché la tête avec assurance, bien que mon estomac se soit serré d'un doute momentané. Ce soir-là, Antoine et moi étions assis sur notre canapé, des plats à emporter étalés devant nous, pendant que je lui racontais ma décision. Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. 25 000 €. Carole, c'est la majeure partie de ton fonds pour l'appartement. Je sais, ai-je reconnu. Mais c'est pour Guillaume. Tu aurais dû entendre à quel point il était heureux. Antoine a posé sa fourchette. Je ne remets pas en question ta générosité. J'espère juste qu'ils apprécient ce que cela signifie pour toi.
C'est un sacrifice énorme. Lorsqu'Héloïse m'a finalement appelé pour me remercier, sa gratitude a semblé répétée et brève. C'est tellement généreux de ta part, a-t-elle dit, sa voix manquant de l'émotion que j'avais attendue. Guillaume me dit que tu veux t'impliquer dans l'organisation. C'est gentil, mais ne te sens pas obligé. L'organisation est stressante et tu es tellement occupé par le travail. Plus tard cette semaine-là, je suis passé chez eux pour déposer quelques magazines de mariage que j'avais achetés. Par la porte partiellement ouverte, j'ai entendu Héloïse parler à quelqu'un au téléphone. Sa sœur essaie de prendre le dessus maintenant qu'elle paie, disait-elle. J'apprécie l'argent, mais je n'ai pas besoin d'une autre opinion sur tout. Lorsque j'ai confronté Guillaume à ce sujet plus tard, il a semblé embarrassé mais évasif. Héloïse est juste stressée par toutes les décisions. Elle ne voulait rien dire de mal. Elle est vraiment reconnaissante de ton aide. Nous le sommes tous les deux. J'ai choisi de le croire, repoussant mon malaise. Pourtant, en rentrant chez moi, je ne pouvais pas chasser le sentiment que quelque chose de fondamental avait changé. Les sessions de planification excitantes que j'avais imaginées semblaient peu susceptibles de se concrétiser. Néanmoins, je me suis dit que l'important était de donner à Guillaume le mariage de ses rêves. Mon implication était secondaire. Ce que je n'avais pas réalisé alors, c'est que je n'avais pas seulement écrit un chèque. J'avais involontairement acheté un siège au premier rang pour ma propre exclusion de ma famille. La première session de planification du mariage m'a rempli d'excitation. Héloïse avait créé une discussion de groupe intitulée l'équipe mariage de rêve qui m'incluait, sa mère, mes parents et ses 2 demoiselles d'honneur. Nous nous sommes rencontrés dans un café local où Héloïse a distribué des classeurs à code couleur contenant des chronologies, des photos d'inspiration et des feuilles de budget. J'étais impressionné par son organisation et j'ai feuilleté avidement les matériaux, notant des idées dans les marges. Ces centres de table sont magnifiques, ai-je commenté, pointant un arrangement de roses et de gypsophile. Le fleuriste que j'ai utilisé pour le gala de mon entreprise l'année dernière pourrait créer quelque chose de similaire, probablement avec une réduction. Héloïse a souri de manière forcée. C'est gentil, mais j'ai déjà parlé avec une fleuriste qui se spécialise exactement dans ce que nous voulons. Elle est rapidement passée à la discussion des options de traiteur. Le modèle a continué au cours des semaines suivantes. La deuxième réunion de planification a été reportée à un mardi à 14 h, en plein milieu de ma réunion hebdomadaire importante avec les parties prenantes, ce qu'Héloïse savait. Lorsque j'ai envoyé un message disant que je ne pouvais pas venir, la réponse a été un simple « pas de souci, nous te tiendrons au courant plus tard ». Mais la mise à jour promise n'est jamais arrivée. Au 3e mois de planification, des décisions étaient prises sans aucune contribution de ma part. Les couleurs du mariage sont passées du bleu et argent au bordeaux et or. Le groupe a été échangé contre un digi. La conception du gâteau est passée de traditionnel à moderne. J'ai appris chaque changement par des publications sur les réseaux sociaux ou des mentions occasionnelles lors des appels familiaux. Un samedi, j'ai conduit 3 heures pour assister à ce que je pensais être une session de planification majeure pour les décorations de la salle. J'avais pris le temps de créer un tableau de présentation avec des idées qui compléteraient l'architecture historique du manoir tout en incorporant le style personnel de Guillaume et Héloïse. Quand je suis arrivé, Héloïse a semblé surprise de me voir. « Oh, Caroline, je pensais t'avoir dit que nous avions reporté à demain. » Sa voix était désolée, mais ses yeux ne montraient aucun véritable remords. « En fait, nous avons finalisé la plupart des décisions de décoration la semaine dernière. Ta mère avait de merveilleuses idées que nous allons suivre. » Je me tenais dans leur salon, mon tableau de présentation semblant soudain enfantin et inutile. « La semaine dernière ? Je ne savais pas qu'il y avait une réunion la semaine dernière. » C'était impromptu, a-t-elle expliqué, jetant un coup d'œil à sa montre. « Écoute, pourquoi ne pas nous rejoindre pour le dîner ce soir à la place ? Moins stressant que de parler de mariage, non ? Mes tentatives de contacter Guillaume seul sont devenues de plus en plus difficiles. Il était toujours en retard pour nos rendez-vous café prévus où Héloïse nous rejoignait de manière inattendue. Lorsque j'ai réussi un moment seul avec lui et que j'ai exprimé des préoccupations concernant le fait de me sentir exclu, il est devenu défensif. « Tu es trop sensible, Carole », a-t-il dit lors d'une de ces conversations. Héloïse est sous beaucoup de pression. Son mariage de rêve se concrétise et elle essaie de gérer les contributions de tout le monde. Tu es toujours une partie importante de tout ça. Mais je ne l'étais pas, et les preuves s'accumulaient quotidiennement. Lors d'un désaccord mineur sur le plan de table,
où j'ai suggéré de séparer deux parents en conflit, ma mère s'est rangée de manière inattendue du côté d'Héloïse. Chérie, Héloïse a une vision de la façon dont cela devrait fonctionner. Elle y a vraiment réfléchi. Papa, qui avait toujours été mon champion en grandissant, s'en remettait désormais systématiquement aux opinions d'Héloïse. Héloïse sait mieux et est devenue sa réponse standard à toute question liée au mariage que je soulevais. L'isolement croissant m'a poussé à me confier à mon amie d'université, Sophie, pendant le déjeuner. Alors que je décrivais la situation, des larmes que je n'avais pas réalisé retenir coulaient sur mes joues. « Carole, tu t'entends ?» a demandé Sophie gentiment. « Ils ont pris ton argent et maintenant ils te mettent de côté. Tu es manipulé et utilisé. » J'ai essuyé mes larmes rapidement. C'est trop dur. Ils ne le font pas délibérément. C'est juste le stress du mariage et, je ne sais pas, les dynamiques familiales qui changent. Sophie a tendu la main et m'a serré la main. Chérie, je sais que tu aimes ta famille, mais ce n'est pas normal. 25 000 € n'est pas un petit cadeau. Au minimum, ils devraient te traiter avec respect et inclusion. J'ai écarté ces préoccupations, bien qu'elles fassent écho à mes propres pensées cachées. Ma famille ne m'utiliserait pas. Il devait y avoir des explications raisonnables à tout. La bridal shower en avril a cristallisé mon statut d'étrangère. Organisé chez la mère d'Héloïse, c'était une affaire élégante avec du champagne, des petits fours et des cadeaux personnalisés. Je suis arrivé tôt pour aider à l'installation, mais les demoiselles d'honneur d'Héloïse, Chloé et Manon, arrangeaient déjà tout selon un plan détaillé que je n'avais pas vu. Lorsque les invités sont arrivés, j'ai remarqué que chaque femme portait un corsage spécial, sauf moi. Pendant la cérémonie d'ouverture des cadeaux, la mère d'Héloïse a fait un discours touchant remerciant tous ceux qui avaient contribué à rendre le mariage spécial. Mon nom n'a pas été mentionné malgré ma contribution étant de loin la plus importante. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, un vide s'est creusé dans ma poitrine. La vérité que j'avais évitée s'est cristallisée en une clarté nette. Je n'étais plus une figure centrale dans la vie de mon frère. Plus troublant encore, toute ma famille s'était réalignée avec Héloïse au centre et moi en périphérie. Ce que je ne pouvais pas comprendre, c'était pourquoi. Que avais-je fait pour mériter cet effacement progressif ? Le moment définitif de la trahison est arrivé inopinément, un mardi après-midi pluvieux. J'étais passé chez mes parents pour déposer un cadeau d'anniversaire pour mon père lorsque j'ai remarqué une pile d'enveloppes sur le comptoir de la cuisine. L'adresse de retour indiquait les noms de Guillaume et Héloïse, et j'ai immédiatement reconnu qu'il s'agissait des invitations de mariage. La curiosité mélangée à l'excitation, j'en ai pris une, me demandant à quoi ressemblait le design final après des mois de planification. Ma mère est entrée au moment où j'admirais l'élégant gaufrage bordeaux et or. « Oh, celles-ci viennent d'arriver hier », a-t-elle dit, attrapant sa tasse de café. « Elles sont jolies, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête et ouvert l'enveloppe, sortant la suite d'invitations. Mes yeux ont scanné les détails, puis se sont arrêtés brusquement à la section énumérant les participants au mariage. Le témoin et les garçons d'honneur de Guillaume étaient listés. La demoiselle d'honneur et les demoiselles d'honneur d'Héloïse étaient listées. Mon nom n'apparaissait nulle part. « Maman », ai-je dit lentement. « Je ne suis pas dans le cortège. » Elle a semblé mal à l'aise, se concentrant intensément sur le fait de remuer son café. Héloïse pensait qu'il serait préférable que tu puisses simplement profiter de la journée en tant qu'invité. Faire partie du cortège est stressant avec toutes les responsabilités et les photos. Une compréhension froide m'a envahi. Étais-tu au courant de ça ? Guillaume l'a mentionné il y a quelques semaines, a-t-elle admis. J'ai supposé qu'il en avait discuté avec toi. J'ai conduit directement à l'appartement de Guillaume, l'invitation serrée dans ma main. Lorsqu'il a ouvert la porte, son expression est immédiatement passée de l'accueil à la lassitude. « Pourquoi ne suis-je pas dans ton cortège de mariage ?» ai-je demandé sans préambule, brandissant l'invitation. « Tu n'as même jamais eu de conversation avec moi à ce sujet. » Les yeux de Guillaume ont furtivement regardé derrière moi, vérifiant probablement si quelqu'un pouvait nous entendre sur le palier. « Entre » a-t-il dit doucement. Une fois dans leur salon, l'explication de Guillaume a émergé en fragments d'excuses faibles. Le cortège devenait trop grand. Héloïse voulait de la symétrie pour les photos. Ses amis avaient déjà acheté leur robe. Guillaume, ai-je interrompu. Il y a 3 mois, quand j'ai accepté d'aider avec la salle, tu as dit que je serais une partie honorée de tout. Qu'est-ce qui a changé? Il a baissé les yeux sur ses mains. Rien n'a changé.
Tu es toujours importante pour nous. C'est juste qu'Héloïse sent que tu pourrais essayer d'influencer les choses trop. Influencer les choses, ai-je répété. Tu veux dire le mariage que je paie en grande partie? Est-il déraisonnable d'attendre une certaine implication? Vois-tu, c'est cette attitude, a-t-il dit, un ton inhabituel dans sa voix. Héloïse pense que tu brandis l'argent au-dessus de nos têtes. La conversation s'est détériorée à partir de là. Chaque point que je soulevais était dévié ou rejeté. Lorsque j'ai mentionné notre relation étroite de toute une vie, Guillaume a répondu que les gens grandissent et changent. Lorsque j'ai soulevé ma contribution financière, il m'a accusé d'être transactionnel à propos des questions familiales. C'était comme se disputer avec un étranger portant le visage de mon frère. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents, espérant qu'ils pourraient aider Guillaume à retrouver la raison. Leur réponse m'a laissé sans voix. Caroline, a dit mon père, sa voix inhabituellement sévère. C'est le mariage de Guillaume et Héloïse. C'est à eux de prendre les décisions, peu importe qui paie. Mais papa, il ne s'agit pas de contrôle. Il s'agit d'être incluse, d'être reconnue comme importante dans la vie de Guillaume. Ma mère a interrompu. Chérie, Héloïse nous a confié à quel point tu as rendu ce processus difficile. Les suggestions constantes, la critique de ses choix. Quelle critique, ai-je demandé, sincèrement déconcerté. Quand ai-je jamais critiqué ses plans? Un lourd silence a suivi. Héloïse a dit que tu disais aux gens qu'elle n'épousait Guillaume que pour son héritage potentiel, que tu trouvais son goût ringard, que tu étais embarrassé de l'avoir dans la famille. J'étais sidéré. Je n'ai jamais dit aucune de ces choses, jamais. Qui vous a dit ça? Héloïse nous a montré les messages, a répondu mon père. Quel message? Je n'ai jamais envoyé de message comme ça. Ma voix s'était élevée jusqu'à un cri, ce qui arrivait rarement. Un autre silence. Eh bien, a finalement dit ma mère, peut-être qu'il y a eu un malentendu, mais pour l'instant, l'important est de soutenir Guillaume et Héloïse pendant cette période stressante. Tu devrais peut-être prendre du recul. Après avoir raccroché, je me suis assise sous le choc sur mon canapé, essayant de comprendre ce qui se passait. Héloïse avait apparemment construit une narration à mon sujet, une fausse, et ma famille l'avait acceptée sans poser de questions. L'idée qu'il croit que je pourrais dire des choses aussi horribles sans même me demander d'abord était dévastatrice. J'ai craqué complètement quand Antoine est rentré à la maison et m'a trouvé toujours assise dans l'obscurité. Entre les sanglots, j'ai tout expliqué. L'invitation, la confrontation avec Guillaume, la conversation déconcertante avec mes parents. Antoine m'a serré fort. Carole, je déteste dire ça, mais ce n'est pas une tension familiale normale. On dirait qu'Héloïse est en train de t'isoler délibérément et, pour une raison quelconque, ta famille le permet. Mais pourquoi, ai-je demandé en pleurs. Que ai-je fait pour mériter ça? La réponse d'Antoine fut douce mais directe. Parfois, ce n'est pas ce que tu as fait. Certaines personnes se sentent menacées par les relations fortes. Ton lien avec Guillaume, ta réussite financière, l'amour de tes parents pour toi. Héloïse pourrait voir tout cela comme une compétition. Le lendemain matin, encouragé par Antoine, j'ai écrit un email sincère à toute ma famille. J'ai exprimé ma douleur, mais aussi mon amour continu et mon désir de réparer tout dommage qui avait pu être causé. J'ai directement abordé les fausses accusations, déclarant clairement que je n'avais jamais rien dit de négatif sur Héloïse. J'ai terminé en disant que, quel que soit mon rôle dans le mariage, je voulais soutenir le bonheur de Guillaume et maintenir nos liens familiaux. Les réponses, quand elles sont finalement arrivées, étaient froidement polies et remarquablement similaires dans le ton. Ma mère espérait que nous pourrions dépasser ce désagrément. Mon père a suggéré que je prenne le temps de réfléchir à mes actions. Guillaume a simplement écrit, « Je pense qu'il est préférable que nous prenions tous un peu de distance pour le moment. » Alors que je fixais ces messages, une réalisation écrasante m'est apparue. L'amour et la loyauté de ma famille avaient été entièrement redirigés. La seule chose qu'ils voulaient encore de moi, c'était mon argent. Dans la semaine qui a suivi ces réponses froides par email, j'ai essayé de comprendre ce qui arrivait à ma famille. J'ai fluctué entre colère, chagrin et incrédulité. Comment des décennies d'amour et de connexion pouvaient-elles être si facilement rompues? Dans les moments de lucidité, je me suis rappelé que malgré ma douleur personnelle, Guillaume était toujours mon frère. Malgré tout, je voulais une certaine représentation à son mariage, une certaine reconnaissance de notre histoire commune.
J'ai soigneusement sélectionné un cadeau de mariage, un cadre photo en argent fait main gravée de la devise de mon enfance avec Guillaume, frère et sœur par chance, amis par choix. À l'intérieur, j'ai placé une photo de nous deux lors de sa remise de diplôme universitaire, bras dessus, bras dessous, rayonnant de joie partagée. Je l'ai magnifiquement enveloppé, écrit une carte sincère et l'ai mis de côté pour le jour du mariage qui approchait rapidement. 3 jours avant la cérémonie, j'ai réalisé que je n'étais pas clair sur certains détails logistiques. L'invitation ne précisait pas les heures d'arrivée exactes pour les membres de la famille, et personne ne m'avait communiqué d'événements familiaux pré-mariage. J'ai composé un texte léger et pratique pour la discussion de groupe familial. Hâte d'être à samedi. À quelle heure dois-je arriver pour les photos de famille avant la cérémonie ? 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. En ouvrant le message, j'ai eu l'impression que le sol avait disparu sous moi. Là, dans notre discussion de groupe familial, y compris mes parents, Guillaume et Héloïse, se trouvait un message de ma mère. Tu n'es pas invité. Héloïse ne veut pas de toi. J'ai fixé l'écran, ne comprenant pas. Pas invité. Au mariage de mon seul frère, le mariage auquel j'avais contribué 25 000 €. J'ai immédiatement appelé ma mère, puis mon père, puis Guillaume. Tous sont allés directement à la messagerie vocale. J'ai envoyé des SMS individuels, est-ce une erreur ? S'il vous plaît, rappelez-moi. Aucune réponse. Quand Antoine est rentré du travail, il m'a trouvé assise à notre table de cuisine, fixant toujours mon téléphone. Mon visage était raide, comme un masque. Je n'avais pas pleuré. Je me sentais au-delà des larmes, dans un territoire engourdi que je n'avais jamais connu auparavant. Carole. Antoine s'est approché prudemment. Que s'est-il passé ? Je lui ai silencieusement tendu mon téléphone. Son expression est passée de la confusion au choc en lisant le message. Ce n'est pas possible, a-t-il marmonné, puis m'a regardé. Ont-ils répondu à autre chose ? J'ai secoué la tête. Rien. C'est comme s'ils m'avaient tous bloqué. Antoine m'a serré dans ses bras, et ce n'est qu'alors que les larmes sont venues. Des sanglots violents, secouant le corps, qui semblaient arrachés de la partie la plus profonde de moi. J'ai pleuré pour le frère que j'avais perdu, pour la famille qui m'avait abandonné, pour les 25 000 € qui semblaient maintenant être un paiement pour ma propre exclusion. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer chaque interaction avec Héloïse depuis qu'elle était entrée dans nos vies, cherchant des signes avant-coureurs que j'aurais pu manquer. La façon dont elle sapait subtilement mes réalisations dans les conversations familiales. Comment elle redirigeait l'attention chaque fois que je parlais. Les commentaires étranges sur le fait que mon appartement était tellement axé sur la carrière et pas très chaleureux. Chaque souvenir apparaissait maintenant sous une nouvelle lumière sinistre. Le lendemain matin, mon amie d'université Sophie m'a appelé. Sa voix était hésitante. Carole, je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais j'ai croisé Mélanie de ta ville natale hier. Mélanie était une amie de longue date de la famille qui nous connaissait depuis l'enfance. Selon Sophie, elle venait de recevoir son invitation de mariage et était confuse au sujet de certaines des histoires qu'Héloïse racontait aux invités. Apparemment, Héloïse affirmait que j'avais essayé de prendre le contrôle de l'organisation du mariage, que j'avais insulté la famille d'Héloïse et que j'avais menacé de retirer mon soutien financier à moins que certaines exigences ne soient satisfaites. Mélanie n'y a pas cru, m'a assuré Sophie. Elle te connaît trop bien, mais elle pensait que tu devais savoir ce qu'Héloïse dit de toi. La trahison s'est étendue au-delà de la famille pour inclure ma réputation dans ma ville natale. Héloïse n'était pas seulement en train de m'exclure. Elle détruisait systématiquement mon image auprès des gens qui m'avaient connu toute ma vie. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Le dernier fil d'espoir que tout cela était un malentendu qui pourrait être résolu. Ma famille ne m'avait pas seulement exclu. Ils avaient permis à Héloïse de me diffamer, de réécrire qui j'étais dans leur narration. Et ils l'avaient fait après avoir pris mon argent. De l'argent qui représentait des années de travail acharné et de sacrifice. Le jour du mariage est passé. Je l'ai passé avec Antoine dans un chalet au bord du lac, mon téléphone éteint, incapable de supporter la pensée de voir des publications sur les réseaux sociaux ou de recevoir des messages d'amis bien intentionnés. Lorsque j'ai finalement rallumé mon téléphone 2 jours plus tard, il n'y avait aucun message de ma famille. Pas une seule question sur mon absence. Pas un mot d'explication ou de regret. Le silence était la confirmation finale.
La famille que j'avais connue et aimée pendant 34 ans n'existait plus pour moi. Les semaines qui ont suivi le mariage ont été les plus sombres de ma vie. Je me déplaçais dans mes journées comme un fantôme, faisant les gestes au travail, mais me sentant déconnecté de tout ce qui m'entourait. La nourriture avait perdu son goût. Le sommeil venait par courtes vagues agitées, ponctuées de rêves vifs de réunions de famille où personne ne pouvait me voir ni m'entendre. J'ai décliné les invitations d'amis, incapable d'expliquer ce qui s'était passé sans m'effondrer. Antoine a observé ce déclin avec une inquiétude croissante. Un soir, il s'est assis à côté de moi sur le canapé où je fixais un livre depuis plus d'1 heure sans tourner une seule page. « Carole, je pense que tu devrais parler à quelqu'un de professionnel à ce sujet, » a-t-il dit doucement. « Ce que ta famille a fait, c'est traumatisant. Tu n'as pas à traverser ça seul. » Ma réaction initiale a été la résistance. La thérapie semblait être un aveu que quelque chose n'allait pas chez moi, pas avec la situation. Mais alors qu'une autre nuit d'insomnie s'étirait devant moi, j'ai réalisé qu'Antoine avait raison. J'étais en train de me noyer dans le chagrin et j'avais besoin d'aide pour retrouver le chemin du rivage. Ma première séance de thérapie avec le docteur Dubois a été gênante et en larmes. J'ai trébuché sur l'histoire, toujours incapable de comprendre à quel point ma famille s'était retournée contre moi si rapidement et complètement. Le docteur Dubois a écouté attentivement, posant occasionnellement des questions de clarification. Vers la fin de la séance, elle a dit quelque chose qui a arrêté mes pensées. « Caroline, ce que vous décrivez ressemble à une campagne d'aliénation coordonnée, probablement initiée par Héloïse, mais permise par votre famille. Ce n'est pas une tension familiale normale ou le stress du mariage. C'est une manipulation émotionnelle à un niveau troublant. » Ces mots ont donné une structure au chaos que je ressentais. Ce n'était pas mon imagination. Ce n'était pas ma faute. Quelque chose de véritablement toxique avait infiltré mon système familial, et j'étais devenu sa cible. Au cours des séances suivantes, le docteur Dubois m'a aidé à comprendre que je pleurais non seulement la perte de ma place dans ma famille, mais la perte de qui je pensais que ma famille était. Les parents qui m'avaient élevé pour valoriser l'honnêteté et la loyauté avaient trahi ces principes mêmes. Le frère qui avait été mon allié le plus proche m'avait abandonné pour sa nouvelle loyauté envers Héloïse. Vous pleurez la famille que vous pensiez avoir, a expliqué le docteur Dubois. C'est une perte profonde et elle mérite d'être honorée. 4 semaines après le mariage, j'ai fait l'erreur de vérifier Instagram. L'algorithme, ignorant ma situation familiale, affichait en évidence des photos du mariage de Guillaume et Héloïse. La salle était encore plus magnifique que je ne l'avais imaginé. Des guirlandes lumineuses illuminant le manoir historique, des arrangements floraux en cascade descendant les escaliers en pierre, un gâteau à 7 niveaux qui a dû coûter des milliers d'euros. Tout rendu possible par ma contribution. Sur une photo, mes parents se tenaient fièrement à côté du couple, rayonnant de joie. La légende disait, tellement reconnaissant pour cette journée parfaite avec notre famille parfaite. L'exclusion était complète. J'avais été effacé non seulement de l'événement, mais du concept même de famille. Cette nuit-là, je me suis effondré à nouveau. La blessure s'est rouverte, et du sel y a été versé libéralement. Antoine m'a tenu pendant que je pleurais, murmurant des réconforts qui semblaient vides face à l'ampleur de la trahison. Le lendemain, j'ai reçu un appel inattendu de la sœur de ma mère, tante Isabelle. Nous avions toujours été proches, mais elle vivait en Provence et n'était pas souvent impliquée dans les événements familiaux à Lyon. « Caroline, je viens d'apprendre ce qui s'est passé avec le mariage », a-t-elle dit sans préambule. Je ne pouvais pas le croire quand mon ami Donna m'a dit que tu n'étais pas là. Que se passe-t-il? Le barrage a cédé alors que je lui racontais tout. L'argent, l'exclusion, le SMS, le silence qui a suivi. À ma surprise, tante Isabelle n'a pas semblé choquée. Je déteste dire ça, a-t-elle dit quand j'ai fini, mais Héloïse a fait quelque chose de similaire avec l'ami de Guillaume, Marc, l'année dernière. Tu te souviens de son ami d'enfance qui a soudainement cessé de venir? Héloïse a convaincu Guillaume que Marc lui avait fait des avances lors d'une fête. Marc l'a nié complètement, mais Guillaume a choisi de croire Héloïse. Je trouvais ça étrange à l'époque, mais maintenant je vois un schéma. Une clarté froide m'a envahi. Elle est en train de l'isoler, ai-je dit doucement. C'est ce que font certains types de personnes manipulatrices, a confirmé Isabelle. Elles coupent systématiquement leurs partenaires des systèmes de soutien, surtout ceux qui pourraient voir à travers leur manipulation. Le fait que tu sois forte, réussie,
Et que tu aies eu un lien étroit avec Guillaume t'a probablement fait la cible numéro 1. Notre conversation a duré plus de 2 heures. Tante Isabelle a promis d'essayer de parler à mes parents, bien qu'elle ne soit pas optimiste quant à changer leurs esprits immédiatement. Ils sont sous son emprise en ce moment, a-t-elle dit. Il faudra peut-être du temps pour qu'ils voient ce qui se passe. Cette conversation avec tante Isabelle a été la première fissure dans l'obscurité qui m'entourait. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas seule. Quelqu'un dans ma famille me voyait encore clairement. Au travail, mes performances avaient notablement souffert. Ma patronne, Nathalie, m'a appelé dans son bureau un matin. Je m'attendais à une réprimande, mais j'ai trouvé de la compassion à la place. Caroline, tu as toujours été l'une de nos membres d'équipe les plus solides, a-t-elle dit. Mais quelque chose ne va clairement pas. Tu n'as pas à me dire ce que c'est, mais je veux que tu saches que nous t'apprécions et voulons te soutenir à travers tout ça. Sa gentillesse a brisé une autre couche de mon isolement. Je me suis retrouvé à lui raconter une version simplifiée de ce qui s'était passé. Au lieu de jugement, elle a offert un soutien pratique, des délais ajustés, la possibilité de travailler à domicile certains jours et le programme d'aide aux employés de l'entreprise pour un counseling supplémentaire. Alors que mai devenait juin, j'ai pris la décision difficile de bloquer ma famille immédiate sur les réseaux sociaux. Chaque publication, chaque aperçu de leur vie continue sans moi, était comme appuyé sur une ecchymose. Le docteur Dubois a soutenu cette décision comme une forme d'autoprotection, non de punition. Les limites ne sont pas des murs, a-t-elle expliqué. Ce sont des clôtures avec des portes que vous contrôlez. Pour l'instant, vous devez fermer la porte pour guérir. Plus tard, vous pourriez choisir de l'ouvrir à nouveau, mais ce sera votre décision quand vous serez plus forte. Antoine a suggéré un voyage d'un week-end dans le sud de la France, un endroit que j'avais toujours voulu visiter. Loin de la ville, entouré de la tranquillité ancienne de la côte. J'ai ressenti les premiers frissons de paix. En regardant le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose brillant, j'ai réalisé que la beauté existait toujours dans le monde, indépendamment des actions de ma famille. La douleur n'effaçait pas la possibilité de la joie. Elle l'obscurcissait juste temporairement. Je ne sais pas qui je suis sans eux, ai-je confessé à Antoine alors que nous étions assis sur le rivage rocheux. J'ai toujours été la sœur de Guillaume, la fille de Robert et Martine. Même mon ambition était en partie de les rendre fiers. Qui suis-je maintenant? Antoine m'a pris la main. Tu es Caroline. Tu es compatissante, brillante, résiliente et aimée. Ta famille t'a aidé à te former, mais elle ne te définit pas. C'est peut-être ta chance de découvrir qui tu es en dehors de ces rôles. Alors que l'eau clapait doucement contre le rivage, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas exactement la guérison, mais la possibilité de celle-ci. Une petite graine de force prenant racine dans le paysage dévasté de mon cœur. 6 mois après le mariage auquel je n'ai jamais assisté, l'automne est arrivé avec un air vif et de nouveaux commencements. Mon appartement, autrefois rempli de photos de famille qui me causaient de la douleur, affichait maintenant de l'art que j'aimais, des souvenirs de week-end avec Antoine et des photos avec des amis qui avaient prouvé leur loyauté pendant mes jours les plus sombres. J'avais établi de nouvelles traditions pour remplacer les rituels familiaux qui étaient maintenant perdus pour moi. Les dimanches matins autrefois réservés aux appels avec mes parents sont devenus mon temps pour le yoga et le journal. Les plans de Thanksgiving impliquaient un dîner entre amis plutôt qu'un voyage à Lyon. Ces changements n'étaient pas des remplacements pour ce que j'avais perdu, mais plutôt la fondation d'une nouvelle vie structurée autour de connexions authentiques. Par un matin pluvieux d'octobre, un email inattendu est arrivé de Guillaume. Mon cœur s'est emballé en cliquant pour l'ouvrir, ne sachant pas si je devais m'attendre à une nouvelle cruauté ou à quelque chose d'autre. Carole, commençait-il. Je ne sais pas si tu liras ceci, et je ne t'en voudrais pas si tu le supprimais immédiatement. Ce qui s'est passé avant et pendant mon mariage était impardonnable. J'ai laissé Héloïse me convaincre que tu essayais de tout contrôler, que ton aide financière venait avec des conditions. Je l'ai cru quand elle m'a montré des preuves de choses que tu aurais prétendument dites à son sujet. C'était plus facile d'accepter sa version que de la remettre en question, surtout quand maman et papa se sont rangés de son côté aussi. Je n'écris pas pour demander pardon ou pour m'excuser. J'écris parce que tu mérites de savoir que je regrette ce qui s'est passé chaque jour. Le frère que tu connaissais n'aurait jamais traité ça de cette façon. Je me suis perdu en cours de route. Et dans le processus, j'ai perdu la relation la plus importante de ma vie. Je suis tellement désolé, Carole.
J'ai lu l'email plusieurs fois, les émotions tourbillonnant, colère, sentiment de justification, un murmure de soulagement que Guillaume ait aperçu la vérité, et une blessure persistante qui me coupait jusqu'à l'os. Après avoir consulté le docteur Dubois, j'ai rédigé une réponse mesurée. Guillaume, merci pour ton email. Je ne ferai pas semblant que tes mots effacent la douleur d'avoir été exclu de ton mariage après avoir contribué 25 000 € pour le rendre possible, ou l'humiliation de m'être fait dire par SMS que je n'étais pas la bienvenue. Ce qui s'est passé n'était pas seulement blessant. C'était cruel d'une manière que je n'avais jamais imaginé que ma famille pourrait l'être. J'apprécie ta reconnaissance de ce qui s'est passé. Pour l'instant, je me concentre sur ma guérison et la reconstruction de ma vie. Je ne suis pas prête pour la réconciliation, mais je suis heureuse de savoir que tu reconnais le tort qui a été fait. J'espère que tu prends soin de toi, Carole. Sa réponse est venue rapidement, me remerciant d'avoir même lu son message et respectant mes limites. Presque comme une pensée après coup, il a mentionné que les choses avaient été compliquées récemment, car Héloïse avait commencé à exprimer des préoccupations concernant son amitié étroite avec son témoin, suggérant que leur relation était inappropriée. Le schéma continuait. Les mêmes tactiques d'isolement qui avaient fonctionné pour séparer Guillaume de moi étaient maintenant déployées contre ses amis. Une partie de moi se sentait justifiée, mais une plus grande partie se sentait juste triste. La dynamique de contrôle que j'avais aperçue se resserrait autour de mon frère comme un nœud coulant. Sur le plan financier, j'avais lentement commencé à me remettre de la perte importante. Ma promotion était venue avec une augmentation de salaire, et j'avais mis en œuvre un plan d'épargne strict pour reconstruire mes fonds épuisés. Chaque dépôt dans mon compte épargne était comme récupérer un morceau de moi-même, un rappel que je pouvais me remettre de ce revers. Le docteur Dubois m'a aidé à encadrer ce qui s'était passé en termes de relations versus transactions. Le véritable amour, que ce soit entre membres de la famille, amis ou partenaires, est donné librement sans attente de retour, a-t-elle expliqué. Ce à quoi votre famille a participé était transactionnel. Ils ont pris votre contribution financière mais ont retiré leur amour lorsque vous ne vous êtes pas conformé aux attentes d'Héloïse. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les relations saines. Ce cadre m'a aidé à reconnaître la différence entre les connexions authentiques et les connexions conditionnelles. J'ai commencé à évaluer toutes mes relations à travers ce prisme, renforçant les liens avec des amis qui avaient fait preuve d'un soutien inconditionnel et créant une distance saine avec ceux dont l'affection semblait dépendre de ce que je pouvais leur fournir. En novembre, tante Isabelle est venue à Paris et nous avons passé un week-end à nous rattraper. Elle a apporté des nouvelles de la famille élargie, des cousins, des oncles et des tantes à qui diverses histoires avaient été racontées sur mon absence du mariage, mais qui avaient leurs doutes. Plusieurs membres de la famille m'ont contacté depuis que j'ai commencé à poser des questions, a-t-elle expliqué pendant le brunch. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas dans le récit qu'Héloïse filait, mais ils ne savaient pas comment te contacter directement. Par tante Isabelle, j'ai renoué avec des proches qui avaient fait partie de mon enfance, mais qui s'étaient éloignés pendant les années Héloïse. Ma cousine Rachel m'a invité au spectacle de ballet de sa fille. Mon oncle Jean m'a envoyé des vœux d'anniversaire pour la première fois depuis des années. Ces petites reconnexions ont servi de rappel que la famille s'étendait au-delà de l'unité nucléaire qui m'avait rejeté. Par une soirée enneigée de décembre, Antoine et moi sommes rentrés d'un concert à notre appartement. Alors que j'accrochais mon manteau, il a semblé inhabituellement nerveux, tripotant quelque chose dans sa poche. « Carole » a-t-il dit doucement. L'année dernière m'a montré quelque chose d'important. Quand tout dans ton monde s'effondrait, tu n'as pas craqué. Tu t'es plié, tu as souffert, tu as questionné, mais finalement tu as trouvé la force de reconstruire. Ce genre de résilience est rare et précieux. Il s'est agenouillé sur un genou, sortant une petite boîte en velours. Je ne veux pas remplacer la famille que tu as perdue. Je veux être la famille que tu choisis, le début de quelque chose de nouveau, sain et fort. Veux-tu m'épouser? Les larmes ont rempli mes yeux. Pas les larmes brisées du début de l'année, mais des larmes de reconnaissance que même des profondeurs de la trahison, de nouveaux commencements pouvaient émerger. Oui, ai-je murmuré. Absolument. Oui. Alors que l'hiver devenait printemps, j'ai continué la thérapie, non parce que j'étais brisé, mais parce que j'étais engagé envers la croissance. Le docteur Dubois m'a aidé à reconnaître que la douleur que j'avais vécue m'avait transformé de manière inattendue. J'étais plus perspicace sur qui j'admettais dans mon cercle intérieur, plus affirmé sur mes limites, plus reconnaissante des connexions authentiques. Vous avez appris par le feu ce que beaucoup de gens n'apprennent jamais, m'a-t-elle dit lors d'une de nos séances.
Vous avez appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. Que la famille est définie par la façon dont les gens vous traitent, pas seulement par le sang. Que votre valeur n'est pas déterminée par la capacité des autres à la voir. Ces leçons, bien qu'acquises brutalement, étaient devenues une sagesse que je portais en avant. Je ne confondais plus le sacrifice de soi avec l'amour ou le silence avec la paix. J'avais appris que parfois, la chose la plus saine que l'on puisse faire est de s'éloigner des personnes qui ne peuvent pas vous valoriser correctement, même lorsque ces personnes sont la famille. La leçon la plus profonde concernait le pardon. Pas le genre qui invite à de nouveaux dommages, mais le genre qui vous libère de porter le poids des actions des autres. Je n'étais pas prête à pardonner à ma famille, mais j'avais cessé de permettre à leur trahison de définir mon présent ou de déterminer mon avenir. Le jour du premier anniversaire de ce SMS dévastateur, j'ai écrit une lettre à moi-même que je n'avais pas l'intention d'envoyer à qui que ce soit. Dedans, j'ai reconnu la douleur, la croissance, la perte et les gains inattendus. J'ai terminé par des mots qui ressemblaient à une porte se fermant sur un chapitre et s'ouvrant sur un autre. La famille qui m'a élevé m'a enseigné la loyauté jusqu'à ce qu'elle l'abandonne. Elle m'a enseigné l'amour inconditionnel jusqu'à ce qu'elle y mette des conditions. Elle m'a enseigné l'honnêteté jusqu'à ce qu'elle embrasse des mensonges. Le plus grand cadeau que je puisse me faire maintenant est d'honorer ces enseignements originaux même quand ils ne le pouvaient pas être loyaux envers ma propre valeur. M'aimer inconditionnellement. Embrasser la vérité même quand elle fait mal. Ce faisant, je deviens non seulement une survivante de la trahison, mais une créatrice d'un nouveau héritage, un héritage construit sur une connexion authentique plutôt que sur l'obligation ou le sang. Alors que je scellais cette lettre dans une enveloppe, j'ai ressenti un sentiment d'achèvement. La blessure ferait toujours partie de mon histoire, mais elle ne me définirait plus. J'avais appris que la famille, la vraie famille, est quelque chose que l'on peut perdre, trouver et créer tout au long d'une vie. Et cette connaissance, bien qu'acquise douloureusement, était un cadeau que je porterais en avant vers tout ce qui viendrait ensuite.